Donc bonjour à tous, bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente Nicolas Bazinet, je suis le directeur du développement du pôle épargne de chez Bourse Direct, tout ce qui est placements divers autres que les PEA et les comptes titres, dont les contrats de capitalisation, contrats d'assurance vie et aussi les produits de défiscalisation et les sociétés civiles de placement immobilier dont on va parler aujourd'hui avec Romain. Bonjour Romain Calbert. Bonjour Romain. Tu es directeur du partenariat de chez Atlan. Bonjour Romain. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Et on va donc parler de SCPI, de la pierre papier. Alors tout d'abord, Romain, qui est Atlan ? Alors Atlan, on a un opérateur global en immobilier. Là, sur la partie qu'on va évoquer aujourd'hui, je vais me concentrer sur notre activité de société de gestion de SCPI, puisque moi je représente Atlan Voisin, où on a une activité historiquement de gestion de SCPI. On gère des SCPI depuis 1968. On a une SCPI historique qui s'appelle Immoplacement, qui existe toujours. Et à côté de ça, on a deux autres SCPI, Épargne Pierre, qui investit 100% en France, et Épargne Pierre Europe, qui investit intégralement en zone euro hors France. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une SCPI ? Alors, le principe d'une SCPI est assez basique, finalement. Quel est-il ? On collecte de l'argent, donc de la part d'épargnants, 10 000, 15 000, 20 000, 100 000, 200 000, 300 000 euros. Et avec tout cet argent, on va acheter des immeubles, en l'occurrence de l'immobilier tertiaire, donc des bureaux, des commerces, des bâtiments d'activité, des entrepôts, des hôtels, des cliniques, avec des locataires à l'intérieur qui reversent un loyer. Et nous, on va reverser le loyer au porteur de part, donc à l'épargnant, finalement, à hauteur de la quote-part qu'il a investi dans le fonds. Ça a plusieurs avantages. Ça permet de déléguer la gestion. C'est nous qui assurons toute la gestion. Il n'y a pas besoin on n'a pas d'appel le dimanche soir de la part des locataires pour changer le chauffe-eau ou que sais-je. Ça permet de mutualiser au mieux, puisque on va acheter plusieurs actifs immobiliers avec plusieurs locataires. Pour avoir quand même un ordre d'idée, sur Épargne Pierre, donc notre SCPI phare, je dirais, on a 500 actifs, donc 500 biens immobiliers et plus de 1000 locataires. Ça permet également une accessibilité importante, puisque finalement, vous pouvez accéder à l'immobilier sans avoir à investir 100 000, 200 000, 300 000 euros comme que sont les prix dans les grandes métropoles françaises, mais seulement quelques milliers d'euros, puisque finalement vous devenez associé d'une société, donc vous investissez dans des parts d'une société, donc il n'y a pas besoin, le montant minimum est extrêmement faible. Donc voilà, plusieurs avantages pour cette typologie de produits. Donc on accède effectivement à un prix faible, à de l'immobilier mutualisé et qui vous offre un revenu foncier, un rendement là-dessus. Il y a aussi différentes façons d'acheter les SCPI. On peut les acheter en direct, vous achetez cash la SCPI. Vous pouvez aussi les acheter à crédit, ce qui vous permet de déduire les intérêts d'emprunt sur vos revenus fonciers. Vous pouvez les acheter aussi en nue propriété sur des échéances de 3 ans à 20 ans, ce qui vous permet de caler le remembrement de la propriété. Souvent, on voit ça au moment de la retraite. Et donc, pendant toute votre durée où vous avez la nue propriété, comme vous n'avez pas de revenus fonciers, vous ne payez pas d'impôts parce que vous n'avez pas de revenus. Et au moment de votre retraite où vous avez une baisse de votre niveau de vie, vous avez le revenu des fonciers qui est reconstruit, qui revient. Et là, vous êtes fiscalisé à nouveau. Et vous pouvez aussi les acheter dans des contrats d'assurance vie, PER ou
contrat de capitalisation, ce qui vous permet d'être fiscalisé au niveau de l'enveloppe fiscale et non plus au niveau des revenus fonciers. Donc on va essayer d'en parler un petit peu en fonction de vos questions ou pas. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat aussi. Et donc, on répondra à vos questions. Romain, avant d'attaquer l'actualité aussi des SCPI, on va parler un peu des caractéristiques et de la présentation de vos SCPI. Donc, on a dit qu'on commençait par Épargne Pierre. Oui, avec plaisir. Finalement, nous, on a deux SCPI. Alors, à capital variable, je me permets cette petite aparté. En fait, il existe deux typologies de SCPI sur le marché. Les capital fixes et capital variable. Les capital fixes, en fait, sont fermés à la commercialisation et accessibles seulement sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Il faut qu'il y ait un sortant pour qu'il y ait un entrant, et inversement, il faut qu'il y ait un entrant pour qu'il y ait un sortant. Donc nous, Imo-Placement, notre SCPI historique qui existe depuis 68, est sous ce format-là. De fait, elle n'est pas accessible aujourd'hui dans le cadre d'augmentation de capital. À l'inverse, Épargne Pierre et Épargne Pierre Europe, elles sont à capital variable, donc finalement ouvertes en permanence. Donc on collecte de l'argent en permanence, on achète des actifs immobiliers en permanence. Et je vais commencer par Épargne Pierre, privilège de l'âge, elle est un peu plus ancienne que Épargne Pierre Europe. Hop, alors je te laisse prendre la main sur le slide. Bien sûr. Alors je me permets de diffuser donc la présentation. Donc pour bien vous situer, Épargne Pierre, on est sur une SCPI diversifiée dans le sens où on retrouve toutes les typologies de l'immobilier tertiaire, du bureau, du commerce, du bâtiment d'activité, de l'entrepôt, de l'hôtellerie. Alors pour notre part, dans Épargne Pierre, c'est de l'hôtellerie de plein air, quel nom chic pour parler de camping, du bâtiment de santé, du bâtiment d'éducation, donc extrêmement diversifié. Nous, ça a toujours été un peu notre leitmotiv chez Athlon Voisin, c'est d'être le plus diversifié possible. Donc comme vous le voyez, on a un peu toutes les strates de l'immobilier tertiaire. Et bien nous en a pris, car globalement, pour résumer, je devance un peu des questions peut-être, mais pour ceux qui ont suivi l'actualité ces derniers mois, il y a certaines SCPI qui ont beaucoup souffert. C'est notamment les SCPI qui sont très présentes qui ont beaucoup d'immobilier de bureaux en région parisienne, notamment sur des gros actifs qui souffrent pour plusieurs raisons que je pourrais détailler. Alors bien entendu, il y a la hausse des taux, puisque globalement, la hausse des taux a un impact négatif sur la valorisation immobilière, surtout quand ces biens immobiliers ont été achetés sur des prix élevés, donc sur des rendements faibles, ce qui était particulièrement le cas en Île-de-France. Et en plus de ça, en Île-de-France, vous avez quand même une problématique où vous avez une surconstruction dans certaines zones d'Île-de-France. Je ne veux pas mettre toute l'Île-de-France dans le même panier. Et la demande qui a pas suivi. Pour plein de raisons. Alors, on peut penser au télétravail, c'est une des raisons, pas forcément la principale, mais elle existe, la raison du télétravail, ce qui fait que vous avez un décalage entre l'offre et la demande, donc avec des bureaux qui sont sortis de terre, qui sont à disposition de locataires, et moins de locataires parce que moins de demandes. Donc, un décalage entre l'offre et la demande qui entraîne des niveaux de vacances importants, ce qui a un impact négatif sur les valorisations immobilières. Or, nous, sur Épargne Pierre, historiquement, on est très présent en région. Ça a toujours été aussi notre créneau, puisqu'on oscille entre un quart et un tiers de notre patrimoine en Île-de-France et le reste en région, et plutôt sur des petits actifs qui résistent beaucoup mieux. En quelques chiffres, Épargne Pierre, c'est 3 milliards, quasiment 3 milliards de capitalisation, alors 2 milliards 8 de capitalisation, mais 500 actifs, plus de 1000 locataires. Historiquement, on va beaucoup sur des petits actifs qui résistent beaucoup mieux pour un peu des raisons pareil. Aujourd'hui, la demande locative est davantage présente sur des plus petits actifs, sur des actifs de 1000, 2000, 3000, 4000 mètres carrés, plutôt que sur des très gros actifs. L'actif de 10 000, 15 000, 20 000 mètres carrés souffre beaucoup plus parce que finalement, vous avez moins de locataires, un peu grosses boîtes, grosses entreprises, typiquement le siège social, qui va prendre ces mètres carrés. Voilà, donc ce qui fait qu'on a un patrimoine qui a beaucoup moins souffert que d'autres patrimoines. Et encore une fois, pour ceux qui ont suivi l'actualité de ces derniers mois,
notre prix de part n'a pas baissé, hein, on n'a pas eu de baisse de valorisation, hein, donc celles et ceux qui détiennent de la SCPI épargne-pierre parmi vous n'ont pas eu de baisse de valorisation. Voilà, ça c'est un aspect qui est important. J'ai vu que tu avais une slide sur les valeurs de reconstitution. On l'abordera un peu à la fin pour expliquer ce genre de choses et de parler de valorisation. J'ai une question. La toute première, c'était l'horizon des détentions dans d'une SCPI. Je vais y répondre. Je crois que c'était 22 ans en moyenne la durée de détention d'une SCPI. Et quand vous achetez de l'immobilier, c'est pas acheter de l'immobilier pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des frais dessus indirectement, et donc il faut quand même avoir un horizon de temps important, un horizon de temps supérieur à 8 ans, je crois, c'est ce qui est marqué dans les documents d'information clés. Mais c'est comme si vous achetiez un appartement, vous n'allez pas le revendre 3 ans après, où vous êtes marchand de biens et que c'est votre profession. Voilà la première question. La deuxième question, c'était est-ce que au vu de l'évolution des problèmes qu'il y a eu sur les bureaux, est-ce que vous faites des transformations de bureaux en logement? Je sais qu'il y a un produit comme ça qui est à la mode et qui a un intérêt, mais vous, dans votre cas? Alors, juste, je me permets quand même une subtilité, c'est que tous les bureaux ne souffrent pas. Je me permets quand même cette subtilité. Hein. Enfin, nous, comme je l'évoquais, on est très présent dans les grosses métropoles régionales. Dans les grosses métropoles régionales, vous avez des niveaux de vacances qui sont assez faibles, mais on peut prendre le cas d'ailleurs de Paris Intramuros. Paris Intramuros, vous avez un taux de vacances qui est excessivement faible, qui est à peu près à 3. Alors, ça va dépendre où à Paris, mais globalement, Paris et notamment le quartier central des affaires qui comprend le 8e arrondissement, une partie du 2. Vous avez un niveau de vacances de l'ordre de 3%. Globalement, c'est impossible de descendre plus bas. Donc, voilà, je me permets quand même cette subtilité-là. Mais en effet, il y a des zones, notamment l'ouest parisien. Enfin, quand je dis l'ouest parisien, c'est de l'autre côté du périph', banlieue parisienne. On peut penser à des villes comme Saint-Denis, comme Nanterre, comme Rueil-Malmaison, où vous avez eu une construction pléthorique de bureaux. Et encore une fois, la demande qui n'a pas suivi. Néanmoins, c'est pas aussi simple la construction de bureaux en logement. Pourquoi? Le premier point, c'est une problématique. Il y a une problématique réglementaire et politique. C'est qu'en fait, il faut des permis de construire logement. Or, les maires globalement de ces villes n'en veulent pas forcément parce que finalement, le résidentiel, c'est pas mal de contraintes. C'est de faire du logement social, ce qui derrière bouleverse l'électorat de ces villes et donc chamboule un peu ces aspects. C'est des rentrées financières qui peuvent être moindres, avec pas de typiquement en Île-de-France, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une taxe bureau pour les propriétaires de bureaux. Il n'y a pas cette taxe-là, bien entendu, pour le résidentiel, des taxes foncières qui peuvent être un peu plus faibles. Alors, plein d'éléments comme ça. Et à l'inverse, c'est des charges, parce que quand on a construit du logement, il faut des crèches, il faut des écoles, il faut un tramway qui dessert la ville. Bref, toutes ces raisons-là font que c'est pas si simple de transformer du bureau en logement. Et aujourd'hui, les nombres de transformations de bureaux en logement, c'est assez faible. Avec une autre problématique, c'est la problématique réglementaire politique, c'est la problématique financière. C'est que bien entendu, il faut que le modèle il tourne pour celui qui fait la transformation. Or aujourd'hui, le modèle économique a du mal à tourner. On est propriétaire d'un bureau, on veut le transformer en logement, c'est un coût qui est supérieur à ce qu'on peut s'imaginer un peu dans de façon classique. Parce que faut changer les façades, parce que les halls sont aménagés différemment. Bref, pour plein de raisons, les coûts sont différents. Et bien entendu, il y a un prix de sortie derrière quand on vend les appartements. Et aujourd'hui, l'équation économique a beaucoup de mal à tourner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la transformation de bureau en logement, c'est, pour parler un peu simplement, c'est un peu l'arlésienne. Ça revient.
tout le monde en parle. Dans les faits, il y a très peu aujourd'hui de bureaux qui se transforment en logement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Nicolas. Oui, il y avait deux questions. Alors, une autre question sur le résidentiel, c'est pourquoi il y a si peu de résidentiel dans les SCPI en général? Pour plusieurs raisons. La première, c'est le rendement. Historiquement, les rendements offerts par l'immobilier tertiaire, le bureau, le commerce, est quand même un peu plus important, un peu plus haut que sur l'immobilier résidentiel. Or, la SCPI, c'est un produit de rendement qui est d'ailleurs beaucoup jugé à l'aune du rendement qui a été versé. On voit chaque année, sûrement à tort même, mais le classement des SCPI avec du plus haut rendement au plus faible rendement, ce qui signifie pas grand-chose. Voilà, toujours est-il c'est un produit qui est beaucoup jugé finalement à l'aune du rendement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la gestion qui est beaucoup plus simple sur l'immobilier tertiaire parce que on a des locataires qui sont des entreprises, potentiellement des grandes entreprises qui s'engagent sur des baux assez longs, 3 ans, 6 ans, 9 ans. Et donc finalement, on touche ce revenu, c'est assez facile versus l'immobilier résidentiel où ça va être beaucoup de petits lots. De fait, il y a beaucoup moins finalement l'immobilier résidentiel, c'est beaucoup plus de l'artisanal entre guillemets et c'est donc compliqué pour une société de gestion de le gérer. Il y en a une ou deux qui le font hors schéma de SCPI qui offre sur une niche fiscale, mais c'est très compliqué pour les deux raisons que j'évoquais, problématique de rendement et problématique donc finalement d'optimisation de gestion. Et je rappelle une chose, c'est que, et c'est dans ta slide là aujourd'hui, quand vous achetez une SCPI, vous achetez aussi une qualité de vos revenus. Et on le voit dans la crise là actuellement avec les bureaux, la crise sur les bureaux et la crise sur les liquidités aussi sur les SCPI. Mais c'est d'acheter une SCPI qui va vous distribuer un revenu foncier régulier dans le temps. Vous achetez avant tout ce revenu locatif dans le temps pour votre retraite principalement. Et donc, c'est hyper important d'avoir une qualité locative derrière, vraiment de qualité là-dessus. Alors, épargne Pierre, dis-moi, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, l'aspect valorisation, je l'ai évoqué. L'aspect revenu, c'est important. Épargne Pierre, on a une stabilité de notre revenu depuis 5 ans. Depuis 5 ans, on verse les mêmes revenus en euros. Ce sera encore le cas en 2024. On versera entre 5,20 et 5,30. On a versé 5,28 en 2023. Donc, on a une vraie stabilité du revenu. Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons, mais entre autres, on a quand même une vraie, et tu l'as évoqué, une vraie qualité locative. On a 85% de nos loyers qui sont payés par des grandes entreprises ou des organismes publics. Donc globalement, des locataires sur lesquels il y a moins de défauts, bien entendu, sur lesquels il y a moins de négociations sur les indexations de loyers. Il y a des indexations de loyers qui ont pu être assez élevées ces dernières, depuis 2022, finalement depuis le choc inflationniste qu'on a connu. Or, bien entendu, ces grandes entreprises rechignent un peu moins, entre guillemets, à payer ces indexations de loyer. Donc, stabilité du rendement et rendement 2024 sur épargne Pierre entre 5,20 et 5,30. Alors, on va répondre à la question dans les caractéristiques. Je te laisse un petit peu défiler des slides. Oui, bien sûr. Alors pour illustrer, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on a en portefeuille. C'est vraiment l'idée, c'est d'illustrer. Là, typiquement, vous êtes à Toulouse. C'est des bureaux qui sont loués à Pierre Fabre, donc le groupe pharmaceutique, parapharmaceutique. Donc c'est un actif immobilier qu'on avait acheté pour 60 millions d'euros à peu près et qu'on avait acheté sur un rendement de 6,5. Donc rendement de 6,5, c'est quoi? C'est vraiment, on a acheté l'actif pour 100. Et il y a 6,5 qui sont versés. Bien entendu, après, la SCPI a des charges. Mais voilà, c'est pour un peu illustrer. Toujours dans cette idée d'illustrer,
Ça, c'est des bureaux à Lyon pour une société que vous connaissez sûrement, hein, c'est Grand Frais. Donc, c'est le supermarché, un boîte qui s'est énormément développé ces dernières années. Et là, c'est leur siège social finalement, juste à côté de Lyon, qui s'est engagé, hein, toujours je reprends mon exemple, mais qui s'est engagé dans le cadre d'un bail ferme à peu près de 10 ans. Nous, on l'avait acheté en 2019 de mémoire. Et pendant 10 ans, finalement, on a ce flux régulier de revenus, hors faillite, bien entendu, de la société, ce qui est un vrai confort, hein, d'avoir cette visibilité sur le flux. Toujours dans cette logique, hein, d'illustration, un petit portefeuille qui est loué à petit portefeuille de commerce, hein, loué à Intersport. Donc c'est vraiment ces retail parks, hein, donc c'est en bordure de ces villes, ces centres commerciaux à ciel ouvert avec le Intersport, le Decathlon, le Jardiland. Nous historiquement c'est des commerces qu'on aime beaucoup. Alors c'est pas ce qui est le plus glamour, hein, on va pas se le cacher. C'est pas forcément les actifs immobiliers les plus plaquettes. Néanmoins, on se rend compte que ça résiste ça résiste très bien pour plusieurs raisons. Alors notamment parce que vous avez les loyers sont assez faibles par rapport au chiffre d'affaires versus les centres commerciaux ou les commerces de centre-ville dans les grandes villes. Le niveau de charge est beaucoup plus faible. Vous n'avez pas besoin, quand on pense aux centres commerciaux, des pompiers qui sont là en permanence, le niveau de charge est beaucoup plus élevé, ce qui n'est pas le cas sur cette typologie de commerce. Cette typologie de commerce résiste bien parce que finalement on retrouve souvent des enseignes de sport, des enseignes de jardinerie, des enseignes dans tout ce qui est ameublement, maison, des enseignes dans tout ce qui est discount et finalement qui correspondent aussi aux problématiques actuelles, typiquement sur le pouvoir d'achat des Français. Donc globalement qui ont assez bien résisté. Donc voilà, c'est pour illustrer un peu la typologie d'actifs qu'on peut retrouver en portefeuille. Donc, ce qui fait encore une fois que sur Épargne Pierre aujourd'hui, on a comme je l'évoquais, plus de 1000 locataires. Et donc toujours avec cet intérêt, hein, par rapport à la SCPI, c'est que si vous avez un locataire qui fait faillite, alors on espère forcément en avoir le moins possible, mais ça a pas d'impact ou très peu d'impact sur le revenu qui vous est distribué, à comparer, bien entendu, à un bien immobilier, un appartement avec un locataire à l'intérieur qui ne paye pas demain, forcément l'impact il est de 100%, ce qui n'est pas du tout le cas sur la SCPI. Très bien, j'ai une question de Serge, qui me demande pourquoi les bureaux en Île-de-France sont plus impactés que les bureaux en métropole régionale. On a un petit peu parlé tout à l'heure. Et derrière, pourquoi, alors que la hausse des taux d'intérêt et le télétravail les impactent autant? Alors, plusieurs raisons sur l'aspect valorisation. Alors, sur l'aspect valorisation, il faut toujours avoir bien en tête qu'une valorisation immobilière, le prix d'un actif immobilier, finalement, c'est un loyer divisé par un taux. Nous, quand on achète un actif immobilier, la réflexion des personnes chez nous, chez Atlante Voisin, qui achètent de l'immobilier, c'est dans cette zone-là, je considère que le loyer au mètre carré, le loyer, il est à 100 euros, 200 euros, 300 euros, 1000 euros à Paris, typiquement à Paris aujourd'hui, c'est à peu près 1000 euros, rapporté à un taux. Or, ce taux, il avait eu tendance à énormément baisser en Île-de-France, à Paris et dans toute l'Île-de-France. Pourquoi ? Parce que finalement, il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient prêts à acheter ces actifs immobiliers, parce que dans un contexte de baisse des taux, finalement, les sociétés de gestion de la SCPI collectaient beaucoup d'argent et voulaient acheter de l'immobilier. Les assureurs, les fonds de pension voulaient de l'immobilier parce que l'obligataire n'offrait plus de rendement. Donc, ce qui a fait globalement baisser le taux de rendement et donc augmenter le prix. Sauf que là, il y a eu un retournement brutal avec la hausse des taux. Et finalement, les taux qui avaient beaucoup baissé, qui étaient tombés typiquement à Paris à 3%, proche Paris à 4%, la remontée, elle est assez importante. Et donc, mathématiquement, l'impact est beaucoup plus fort
quand on passe d'un rendement de 4 à 5 que d'un rendement de 6 à 7. Mathématiquement, l'impact est beaucoup plus important. Or, en région, dans les grosses métropoles régionales, les rendements offerts étaient plus importants, étaient plus hauts. Pourquoi ? Parce qu'il y avait moins de concurrence à l'achat. Donc ça, c'est la première raison sur les valorisations. La deuxième raison, c'est la suroffre. En fait, globalement, en Île-de-France, il y a eu une construction pléthorique de bureaux, chose qu'il y a beaucoup moins eu en région, dans les grosses métropoles régionales. Et donc, vous vous retrouvez avec des taux de vacances très élevés. Je reprends mon exemple de Saint-Denis, de Nanterre, où vous pouvez avoir des taux de vacances entre 15 et 20%. Donc, ça a un impact considérable, puisque mécaniquement, si la valorisation, c'est quoi ? C'est si vous devez vendre votre actif à l'instant T. Si votre actif il est vacant, ou il a une probabilité de vacances importante parce que dans la zone, c'est compliqué de trouver des locataires, vous allez avoir du mal à trouver un acheteur, donc vous allez avoir une dégradation du prix. Ce qui est beaucoup moins le cas dans les grosses métropoles régionales, dans des villes, je sais pas, comme Lille, Rennes, Nantes, Lyon, enfin toutes ces grosses métropoles régionales, parce que vous n'avez pas eu la même construction toutes azimuts, et donc vous avez des niveaux de vacances qui sont assez faibles selon les zones, entre 5 et 10%, des niveaux de vacances qu'on peut juger standards par rapport donc à certaines zones d'Île-de-France où elles sont beaucoup plus élevées. Très bien. Alors, en espérant avoir été clair. C'est pas toujours facile d'expliquer, mais je pense que j'ai pas d'autres questions derrière, donc je pense que c'est bon. Alors, tu avais d'autres slides, on peut repasser peut-être sur la caractéristique de... C'est juste pour revenir sur les caractéristiques. Alors non, pardon, c'est sur les caractéristiques. Rendement 2023, je l'ai évoqué, donc 5,28. Ce sera à peu près pareil en 2024, donc encore une fois entre 5,20 et 5,30. Les frais de souscription sur la SCPI sont à 10%, donc c'est toujours important d'avoir en tête que sur une SCPI, vous investissez 100, vous touchez votre revenu sur 100. Si vous vendez demain, vous récupérez que 90 s'il n'y a pas eu d'évolution d'un prix de la part entre aujourd'hui et demain. Entrée en jouissance, premier jour du 6e mois. Et point qui est important à avoir en tête, alors je vais quelques chiffres clés, taux d'occupation financier 95%, donc ça veut dire qu'on a globalement un patrimoine qui est bien loué, puisqu'on a seulement 4,5% de vacances sur notre parc. C'est un élément qui est très important, puisque sur l'immobilier tertiaire, la vacance immobilière est beaucoup plus pénalisante que sur l'immobilier résidentiel. Autre point intéressant, on a une SCPI peu endettée. On a une SCPI qui est endettée à hauteur de 10%, ce qui fait qu'on a une charge financière qui est globalement stable et relativement faible. J'avais une question, moi, au niveau de l'endettement de votre SCPI et des SCPI en règle générale. Donc là, on voit que vous avez un endettement qui est autorisé de 25% par vos statuts et que vous avez que 10% d'endettement aujourd'hui. Votre dette, elle est comment ? C'est une dette à 1 an, c'est une dette à 10 ans, c'est une dette à taux variable, à taux fixe ? Alors, donc la première chose à dire, c'est que nous, on a un taux d'endettement dans nos statuts autorisés, dans nos statuts, parce que la SCPI, toujours se rappeler que c'est une société finalement, donc à hauteur de 25%. On est plafonné à 25%. On n'a jamais été très agressif, entre guillemets, sur l'endettement. Aujourd'hui, on est à peu près à 10%, on est à 10,5% au 1er janvier 2024, donc ça baisse inexorablement, puisqu'on ne refait plus de dette pour l'instant. Et on est majoritairement sur de l'amortissable. C'est un point qui est très important. Alors, nous, c'est 100% du fixe, pas de variable. Et à 65% de l'amortissable, 35% de l'in-fine. C'est un point qui est important puisque alors, l'amortissement, c'est on le rembourse au fil de l'eau, mais ça évite d'avoir un mur de la dette. La difficulté de l'in-fine, c'est que si vous aviez emprunté en 2019, vous avez acheté un actif immobilier et vous avez mis 50 millions d'euros de dette en in-fine à hauteur de 5 ans. 2019, 5 ans, ça nous emmène à 2024. En 2024, il faut rembourser ces 50 millions. Et comment on rembourse de la dette ?
il y a plusieurs possibilités. Soit on rembourse le crédit, on renouvelle le crédit, pardon. Mais comment on renouvelle le crédit? On s'était endetté à peut-être 1%, 1,5%. Si on doit se renouveler là en 2024, on est plutôt à 4, 4,5%. Et il faut que la banque, elle accepte. Pas simple. On vend un actif immobilier. Aujourd'hui, la période, elle n'est pas forcément évidente pour les vendeurs immobiliers. Troisième possibilité, c'est rembourser avec la collecte. Encore faut-il collecter. Il y a certaines SCPI sur le marché aujourd'hui, alors c'est pas notre cas, mais qui ne collectent plus d'argent. Donc la mécanique est dans ce cas-là très compliquée, ce qui est absolument pas notre cas, puisque majoritairement on est sur de l'amortissable, on n'a aucun remboursement de in fine, par exemple en 2024 à prévoir. Alors, une question là-dessus. Là, il y a bien marqué le délai de jouissance. Le délai de jouissance, il a un peu évolué. Je l'ai connu un peu évolué sur les 10 dernières années. Là, il y a certaines SCPI qui ont rediminué le taux de jouissance. Vous êtes sur un taux de jouissance assez long, premier jour du 6e mois. Le taux de jouissance, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que vous investissez sans le 1er janvier. Vous allez toucher les revenus le 1er juillet. Le 1er juillet et donc c'est ce décalage de temps ce qui permet à la SCPI de chercher des biens immobiliers et vous pour un particulier d'imaginer que quand vous achetez le bien vous avez des travaux à faire, vous avez la durée des différentes durées et vous jouissez du bien un peu plus tard. Est-ce que tu as des commentaires à faire? Ouais, c'est exactement ça, hein. Finalement c'est le délai, hein. Si on fait un parallèle, alors c'est forcément un petit peu plus long que sur un appartement, mais si on compare, hein, c'est le fait on achète un appartement, on veut mettre un locataire à l'intérieur, mais pour mettre un locataire à l'intérieur, on fait un peu de travaux, des coups de peinture, ça va nécessiter un petit peu de temps. C'est un peu ce délai, si on fait le parallèle, c'est ce délai-là pour le délai de jouissance, et donc nous, c'est en effet au 1er jour du 6e mois. Là j'ai une question, c'est malgré les taux élevés, est-il intéressant d'investir maintenant? Vous investissez maintenant, mais c'est pas pour une durée de 3 ans. Vous investissez maintenant on préconisera une durée très longue, même limite supérieure à 8 ans, parce que la durée de détention moyenne c'est 22 ans. J'ai eu un client hier qui avait 77 ans, qui vendait son immobilier physique parce qu'il a plus envie de faire de quittance de loyer, de travaux et ce genre de choses. Et les SCPI qu'il va acheter à la place, ça va partir pour ses enfants, rentrer dans la succession. C'est un outil très bien en succession, ça évite les indivisions. Vous achetez les nombres de parts de SCPI par le nombre d'enfants que vous avez et ça se divise très très bien. Et vous pouvez aussi optimiser cela par des contrats de capitalisation, par des contrats d'assurance vie pour faire des donations de vos parts de SCPI ou de contrats de capitalisation en nue propriété. Donc il y a des montages qui sont intéressants à faire. Et la durée de détention, 77 ans, plus on est âgé, plus la durée de vie est importante. 77 ans plus 20 ans, 97 ans, il n'y a rien d'extraordinaire à ça, plus les enfants qui gardent l'argent, les SCPI derrière, sans aucun problème. Donc, est-ce que c'est le temps aujourd'hui d'acheter sur le timing? Alors, on peut parler du timing, effectivement, il y a des SCPI qui ont baissé, la vôtre non, l'immobilier a baissé en règle générale, aussi quand même un petit peu. Est-ce que c'est intéressant? Les taux sont plus chers, donc aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Alors en fait, il faut l'analyser par rapport à l'objectif de vie en quelque sorte, ce qu'on veut. Il faut l'analyser par rapport à un bien immobilier traditionnel. C'est finalement, dans ma réflexion, la SCPI, c'est pas à comparer. Alors c'est bien entendu pas à comparer à un livret A parce que les caractéristiques sont différentes, mais c'est plutôt d'acheter est-ce que j'achète un appartement avec certains avantages à acheter un appartement avec un locataire à l'intérieur, mais ou est-ce que je préfère investir dans des parts de SCPI où je touche mon revenu de façon régulière comme ça sur un rendement
qui est relativement intéressant, 5,28, et où, dans le cas d'épargne pierre, c'est un rendement vraiment stable dans le temps. Alors, bien entendu, on peut demain avoir un locataire qui part. On a perdu. Allô? Pardon? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Il y a une petite coupure, c'est ça? Oui, il y a une petite coupure. Ah, Oui. excusez-moi. Donc, je disais, c'est vraiment à comparer à un bien immobilier traditionnel. Est-ce que je préfère investir dans un actif immobilier avec certains risques, certains avantages aussi qu'il faut pas nier, ou investir en SCPI, avoir mon revenu vraiment régulier sur une base de rendement qui est quand même relativement intéressant. Encore une fois, 5,28. Donc, c'est vraiment analysé par rapport à votre objectif de vie, par rapport à votre tranche marginale d'imposition aussi, puisque les SCPI, c'est du revenu foncier, hein, donc c'est quand même la fiscalité est quand même assez lourde. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais c'est toujours bien entendu un produit intéressant à avoir, je dirais, dans sa boîte à outils d'investisseur en fait. Et c'est la mutualisation. Vous avez aucun souci de gestion. Aucun souci de gestion. Alors, on parle des avantages là. Est-ce qu'on pourrait sortir quelques inconvénients sur les SCPI? Donc, c'est un investissement dans l'immobilier. Donc, c'est aussi les risques. Il n'y a pas que des avantages dans l'immobilier. Il y a aussi des risques. Alors, je te laisse parler des risques, Romain. Ouais, en fait, sur la SCPI, globalement, vous avez 3 risques. Donc, le premier risque, c'est que votre revenu y baisse, ou, dans le pire des cas, qu'il soit à 0 parce que tous les locataires ne payent plus demain. Encore une fois, dans le cadre de épargne pierre, ce scénario est impossible dans le sens où, encore une fois, on a plus de 1000 locataires. Mais voilà, il peut y avoir une baisse du revenu. Demain, si la conjoncture économique est moins bonne, si le PIB est moins bon, vous avez davantage de locataires qui négocient, qui partent, qui font faillite, etc. Donc, voilà, vous pouvez avoir une baisse du revenu. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième, c'est un risque sur la valorisation de vos parts. Encore une fois, c'est comme de l'immobilier traditionnel. Vous avez acheté 100 votre appartement. Demain, il peut valoir 130, mais il peut valoir aussi 70. C'est pareil pour les SCPI. Vous pouvez avoir une baisse ou une hausse du prix de la part. Encore une fois, ces derniers mois, il y a pas mal de sociétés de gestion qui ont annoncé une baisse de la valorisation des parts de leur SCPI suite à cette hausse des taux. C'est pas le cas sur épargne pierre. On a vraiment une stabilité de du prix de la part et pas de risque de baisse à court moyen terme. Et le dernier risque, c'est le risque de liquidité. C'est quoi le risque de liquidité? C'est que si demain vous avez un besoin urgent de vos fonds sur la SCPI, il faut, un peu comme de l'immobilier traditionnel, pour pouvoir sortir, il faut qu'il y ait un entrant. Le mécanisme est simple. J'ai envie de dire comme un appartement, hein, il faut que quelqu'un puisse acheter votre appartement quand vous le mettez en vente. Et donc vous avez ces 3 risques-là. Et pour pour illustrer davantage le risque de liquidité, c'est vrai qu'il y a certaines SCPI en ce moment qui collectent pas d'argent ou peu d'argent et qui ont beaucoup de retraits. Donc pour la personne qui veut en sortir aujourd'hui, elle est condamnée d'attendre. Elle est condamnée d'attendre qu'il y ait davantage d'entrants. Donc ça, c'est des aspects à avoir en tête sur les risques d'une SCPI. Il n'y a pas de possibilité que vous vendiez des biens, que les SCPI vendent des biens immobiliers ou la trésorerie est disponible pour sortir les clients? Si, tout à fait. En fait, pour finalement l'autorité des marchés financiers qui nous surveille, tous qui nous contrôle à la fois société de gestion et distributeurs de SCPI, a mis en place des outils pour pallier ce problème de liquidité. Et un des outils, c'est de vendre des actifs immobiliers qui vont générer du cash, de la trésorerie, qui vont permettre de rembourser les porteurs de parts qui veulent sortir. Je précise qu'ils sortiront forcément sur une valeur plus faible que la valeur de sortie prévue initialement. Généralement, quand la société de gestion doit faire ça, c'est quand même un mauvais signe. D'accord. Justement, c'est le bon timing là pour parler sur ta slide de valeur reconstitution, de valeur de prix d'achat et de valeur de reconstitution. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une question assez.
technique d'une Oui. personne qui connaît bien les SCPI. Hop, je me permets d'aller là. Juste pour bien expliquer, donc la SCPI, comme vous l'avez compris, c'est un produit non coté. Donc finalement, la valeur, comment elle se fait aujourd'hui, en fait, c'est un expert immobilier qui détermine tous les ans, qui revoit la valeur immobilière des actifs détenus par la SCPI, et donc toute la valeur de ces actifs immobiliers agrégés donne une valeur qu'on appelle valeur de reconstitution. Et le prix de part, il doit osciller par rapport à cette valeur de reconstitution entre plus 10 et moins 10. De façon assez schématique, plus la valeur de reconstitution est supérieure au prix de part, plus la probabilité que le prix de part augmente est importante, et inversement. Et nous, sur nos SCPI, toutes nos valeurs de reconstitution sont supérieures au prix de part. Pour Épargne Pierre, que j'évoquais jusqu'à présent, la valeur de reconstitution est à 220 € pour un prix de part à 208 €. Autrement dit, il faudrait que la valeur de nos biens immobiliers baisse quand même de beaucoup pour qu'on soit dans l'obligation de baisser le prix de part de la SCPI. Dans votre cas, vous seriez s'il y avait une hausse de l'immobilier, parce qu'on voit que vous avez une petite baisse de la valeur de reconstitution. Si vous aviez une hausse de l'immobilier ou une baisse des taux, enfin une hausse de l'immobilier, vous seriez presque obligé là de réévaluer. Vous n'êtes pas loin des 10%. On peut tout à fait. Exactement. Voilà. Donc c'est le fait d'acheter, effectivement, de regarder quand vous achetez une SCPI, de savoir si elle est surcotée ou sous-cotée, pour savoir si vous prenez un risque, effectivement, de modification du prix acquéreur derrière. Et chez Atlan, là ici, on voit très bien qu'on a des SCPI qui sont un petit peu sous-cotés. Voilà. Alors, les expertises, on a une question sur les expertises. L'expertise, c'est vous demandez à des experts normalement de réévaluer d'un tiers de votre patrimoine tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, votre patrimoine est réévalué. Et il y a eu une demande en août l'année dernière de l'AMF qui a demandé que tous les biens soient réévalués avant le 31 décembre. C'est ça, en fait, tous les ans, notre patrimoine immobilier est réévalué. Alors, et en effet, on a la règle, l'intégralité du patrimoine n'est pas revue. L'expert ne se déplace pas sur tous les biens immobiliers chaque année. Il y a une partie qui se fait seulement sur pièces, les baux et tous les éléments. Et donc c'est tous les ans, en sachant que l'autorité des marchés financiers nous a imposé de le faire à mi-année en 2023 compte tenu du contexte. Et pareil en 2024, on va devoir refaire une expertise à mi-année. D'accord. Ah oui, une expertise totale en 2024 ? Ouais, alors enfin après en mi-2024, en fait on doit s'assurer que l'épargnant rentre sur une valeur cohérente. Autrement dit, ce que l'AMF ne veut pas, c'est que finalement l'investisseur il investit ses 100 000 € aujourd'hui et le lendemain ça vaut que 80 000 € parce qu'il y a eu une baisse de valorisation entre aujourd'hui et demain. Après, on le fait de la façon dont on le souhaite. Nous, typiquement, en mi-2023, on n'a fait que des expertises internes. Nous, c'est les salariés d'Atlan Voisin qui ont fait les expertises parce qu'on était très à l'aise avec notre patrimoine, on connaît nos biens immobiliers. D'ailleurs, l'expert indépendant fin 2023 a confirmé nos valorisations. D'accord. J'ai une petite question. Oui, le prix de la part, c'est le prix de souscription. Oui. Donc là, aujourd'hui, on est à 208 €, je crois. Ouais, alors je me permets juste une subtilité, prix de part et la prix de souscription. Alors oui, après, c'est juste que vous pouvez avoir souscrit, typiquement sur Épargne Pierre, le prix de souscription, historiquement, il était à 200 €, puisque la SCP a été créée à 200 €. Aujourd'hui, le prix de la part est à 208 €. Finalement, le client qui a investi en 2013, il a investi à 200 €. Vu que la part avait monté, celui qui a investi aujourd'hui, c'est 208 €. Voilà, il y a une petite oui, sur le prix de C'est ça. Et je vois les autres questions. Qui paye l'expertise ?
c'est la SCPI qui paye l'expertise. Donc c'est vraiment la SCPI. Est-il indépendant? Enfin, pour être très transparent avec la notion d'indépendance, la notion d'indépendance, à mon sens, veut un peu tout dire et rien dire, dans le sens où on est toujours dépendant de quelqu'un. Alors c'est bien entendu la SCPI qui paye l'expert. Après, l'expert, il le fait, bien entendu. Lui, il y a quand même un risque pour lui à pas avoir les bonnes expertises. Donc, l'idée, c'est quand même qu'il le fasse de façon intelligente. Alors non, Bénédicte, le prix de vente par rapport au prix d'achat, est-ce le même? Non, on a dit au départ que quand vous achetez en direct une SCPI, vous l'achetez au prix de souscription, donc ici à 208 €. Et si vous deviez revendre parce que un souci, quoi que ce soit, un an après, eh bien vous allez revendre au prix de retrait, et c'est-à-dire 10% moins cher. Alors, vous pouvez acheter aussi dans un contrat d'assurance vie. L'assureur va être amené à assurer une liquidité parce que en direct, il va y avoir un délai un petit peu plus long. En assurance vie, le délai va être un petit peu plus court parce que l'assureur assume la trésorerie. Et c'est pareil, vous avez aussi un décalage sur le prix de retrait. Mais on paye un peu moins cher dans un contrat d'assurance vie les SCPI parce qu'il y a une décote. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il y a une décote dans des contrats d'assurance vie à l'achat? Parce que nous reversons une partie des frais à l'assureur. Donc lui, il fait sa mayonnaise interne et finalement, il fait profiter d'une partie des frais qu'il a touchés aux assurés. Alors. Et pour répondre à la question, oui, notre SCPI est présente en assurance vie chez tels assureurs. Alors nous, historiquement, on est peu présent en assurance vie, mais Épargne Pierre est présent chez Spirica, chez Apicil. Oui, on distribue Apicil dans notre contrat d'assurance Bourse Directe Vie, et on a aussi le contrat Spirica en direct chez nous sans aucun problème. Ok, est-ce que alors le crédit, pour nous, c'est mieux de le faire à votre banque, mais votre banque risque de vous accorder votre crédit uniquement si vous achetez ces SCPI. Et on voit dernièrement que les SCPI des banques ont plutôt décoté ces moyens. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont vous financer facilement pour acheter leur SCPI, mais pas génial. Donc vous nous contactez et on regarde comment on peut vous accompagner pour le crédit sans problème. Est-ce que tu peux nous parler de votre diversification sur l'Europe avec votre SCPI sur l'Europe? Oui, en quelques mots, on a lancé, nous, fin 2022, une SCPI européenne. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison de diversification. Ça permet, en fait, à l'épargnant de pas être investi qu'en France, mais aussi à l'étranger. Parce que justement, nous, on accompagne le pôle épargne. C'est en fonction des SCPI que vous avez. On essaye de trouver des SCPI complémentaires, de vous montrer la diversification que vous avez entre le bureau, le commerce. Est-ce que vous avez trop de bureaux, trop de commerce, trop d'entrepôts, trop de résidentiels, de vous faire un peu parler là-dessus et de regarder si vous êtes en Paris, métropole, Europe, et donc on regarde tout ça pour vous proposer des SCPI de diversification par rapport à ce que vous avez ou ce que vous voulez construire, parce que là effectivement on est diversifié sur Épargne Pierre, mais on a de la province, mais on a un peu moins de Paris ou de cœur Paris, donc peut-être que de stabiliser, de compléter avec une SCPI spécialisée sur Paris intramuros, ça peut avoir un intérêt. Donc c'est cet accompagnement-là qu'on fait, et pareil, il faut, et les SCPI l'ont compris il y a quelques années, il faut se diversifier en Europe, parce qu'avoir un patrimoine franco-français aujourd'hui, c'est pas forcément génial. Enfin,
faut se diversifier. Donc Pierre Europe. Et on a lancé Épargne Pierre Europe, où l'idée c'est d'être en zone euro hors France. Alors pour l'instant, on est présent dans 2 pays, en l'occurrence l'Espagne et les Pays-Bas. Donc on a 35% de notre patrimoine qui est aux Pays-Bas. Principalement, c'est du bureau. Hein. Aujourd'hui, on a 9 actifs immobiliers, donc c'est 4 actifs de bureaux aux Pays-Bas. On a 3 commerces en Espagne, un entrepôt en Espagne, et on vient d'acheter un hôtel en Espagne. Alors, il figure pas encore là sur le camembert du milieu, pour la simple et bonne raison qu'on vient de l'acheter. Pour info, c'est le Ibis Budget de Bilbao. Donc, on veut vraiment répliquer ce qu'on a fait sur Épargne Pierre Europe, avec l'intérêt d'aller en Europe. Hein, aussi, je l'ai pas évoqué, c'est l'absence de prélèvements sociaux. Il n'y a pas ces 17,2 prélèvements sociaux, la diversification géographique. Et aussi, on est dans un contexte globalement où les prix de l'immobilier ont quand même baissé. Donc nous, en tant que nouveau fonds qui collecte beaucoup d'argent, ça nous permet de nous positionner sur des actifs immobiliers à des prix attractifs et d'acheter nos immeubles dans des bonnes conditions de rendement et d'offrir comme ça un bon dividende, un dividende relativement élevé à l'épargnant. Hein. En l'occurrence, en 2023, c'était 6,26 et ce sera encore le cas en 2024, entre 6 et 6,5, entre 6 et 6,5. D'accord, parce qu'effectivement, avec on peut pas parler réellement de crise immobilière, mais avec les problématiques que certaines personnes connaissent sur l'immobilier, il y a des opportunités aujourd'hui d'acheter de l'immobilier et d'investir, parce que de gros acteurs cèdent aussi leur portefeuille. Et c'est ce que vous faites. Et donc, il y a investir aujourd'hui sur l'immobilier. On voit que là, vous êtes en dessous de votre valeur de reconstitution. Il y a des opportunités. C'est intéressant. Tout à fait. Sur les caractéristiques, hein, pour m'attarder un petit peu, alors je vais pas défiler les actifs, hein, mais c'est vrai qu'on est bureau, commerce. Comme je le disais, on vient d'acheter un hôtel de Bilbao. Donc nous avons 9 immeubles en portefeuille. La capitalisation, hein, donc la taille du fonds, 112 millions d'euros, hein, mais aujourd'hui on est quasiment à 130 millions d'euros. Hein, on a un développement qui est important. Et avec beaucoup, vous avez vu la question, hein, j'avais vu dans le chat à laquelle j'avais répondu, on a beaucoup de cash, on a beaucoup de trésorerie. En fait, les 130 millions d'euros, ils sont composés pour moitié des actifs immobiliers que je viens de passer, et l'autre moitié c'est de la trésorerie sur lesquelles on va pouvoir saisir des opportunités là dans les prochains mois. Ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est que la trésorerie, quand les taux étaient négatifs, d'avoir de la trésorerie sur la SCPI, il n'y avait aucun intérêt, ça rémunérait rien. Alors qu'aujourd'hui, votre trésorerie, au moins, elle rapporte un peu d'argent, à 4, je pense autour de 4%. Et donc, vous avez la trésorerie rapporte de l'argent au lieu d'en coûter, quoi. C'est exactement ça. Avant on va dire, le cash nous brûlait les doigts ces dernières années. Hein. Il fallait absolument acheter de l'immobilier parce que sinon on pénalisait le fonds, puisque le cash aurait été rémunéré zéro, voire négatif, ce qui est bien entendu pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence de qualité sur la moyenne des baux en Europe, enfin versus la France, et la qualité de paiement en Europe versus la France? Ce qu'on constate, hein, en Europe, hein, nous, on a des baux un peu plus longs aux Pays-Bas et un peu moins longs en Espagne, mais qui s'expliquent davantage par rapport à la typologie des actifs. On a beaucoup de commerce en Espagne. Or, sur le commerce, il y a pas cette notion, hein, mais c'est le cas en France. Il n'y a pas vraiment cette notion de bail ferme. Elle existe, hein, mais elle est beaucoup moins prégnante que dans le bureau, parce qu'un commerçant, globalement, pour être un peu schématique, si son commerce tourne, il ne bouge pas, parce que finalement, lui, c'est son fonds de commerce. Il a son droit au bail. Donc, la notion de bail ferme est beaucoup moins importante pour le propriétaire que sur le bureau. Donc d'ailleurs, nous, notre durée moyenne de bail ferme est de 5 ans, hein, sur Épargne Pierre Europe, avec un décalage, hein, elle est plutôt plus importante en
elle est plutôt plus importante sur le Pays-Bas, plutôt et un peu moins importante en Espagne, en sachant que là, elle va être compensée puisqu'elle intègre pas encore l'hôtel qu'on a acheté à Bilbao, qui est sur une durée de bail ferme très longue, hein, supérieure à 10 ans. Sinon, ce qu'on constate, c'est nous, on a acheté donc plusieurs bureaux, des mix, un bureau et bâtiment d'activité, entrepôt en Hollande. Et alors, c'est pas vraiment étonnant, hein, mais c'est qu'aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus avancé en matière de tout ce qui est photovoltaïque. La notion d'énergie a été est beaucoup plus mis en avant avec vraiment des entrepôts, des bâtiments d'activité, des bureaux qui sont davantage équipés de toitures photovoltaïques versus la France. Hein. Ils sont allés beaucoup plus loin, beaucoup plus tôt que nous sur cet aspect-là. Alors, moi je le sais, mais est-ce que vos SCPI sont ISR, ESG Oui, nos 2 SCPI sont labellisés ISR. Donc, ce qui nous contraint à alors l'idée, le label ISR, c'est de pas exclure les actifs immobiliers. Enfin, c'est pas d'avoir que du neuf en portefeuille. D'ailleurs, parce que l'enjeu sur l'immobilier de 2050, le bien immobilier de 2050 sera peu ou prou le même qu'aujourd'hui. L'enjeu, puisqu'on ne peut plus artificialiser les sols, on peut de moins en moins construire. L'enjeu, c'est de rendre plus vertueux nos actifs. Donc en fait, l'idée, c'est quand on achète un bien immobilier, c'est de l'améliorer par sa baisse des consommations énergétiques, par un traitement des fluides plus optimisé, entre autres. Est-ce que d'avoir de l'ISR, ça valorise un peu mieux les biens immobiliers ou pas? Juste, je me permets, la première chose quand même à dire, c'est que ce qui permet de valoriser le bien immobilier, c'est d'avoir à la fois des données. En fait, c'est quelque chose qui est un peu, alors qui peut sembler comme ça un peu banal, mais ça peut être très compliqué d'avoir des données sur l'actif immobilier. Si vous avez un actif immobilier en copropriété, vous avez détenu sur un immeuble de bureau que 2 ou 3 plateaux sur une dizaine de plateaux. Il faut avoir les données sur ces plateaux-là. Il faut avoir les données sur les parties communes. Et en fait, ça peut être très compliqué à avoir. Faut être en lien avec le locataire, etc. Toujours est-il que finalement, vous pourriez avoir ces informations-là, même si vous n'étiez pas labellisé ISR. Sauf que le label ISR, en fait, son avantage, c'est qu'il vous contraint. En fait, vu que vous êtes contraint, vous le faites. Donc, ça vous permet d'avoir des données. Et donc, le jour où vous vendez votre actif, et ce sera encore plus vrai les prochaines années, c'est des éléments qui vous seront demandés par l'acheteur. Très bien, écoutez, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous répondre. Sur notre site, vous pouvez souscrire, vous inscrire sur le site épargne.bourse-direct.fr. Dans le placé épargné, vous avez les SCPI. On a plusieurs SCPI, dont toutes les SCPI d'Atlan à la disposition. Et vous pouvez les souscrire en ligne directement. Vous pouvez en souscrire une par mois. Une part, alors là c'est 30 parts minimum, mais après quand vous souscrivez une deuxième fois, il n'y a pas les minimums qui sont imposés, et donc on peut resouscrire tous les mois, et ça se fait en 2 minutes chez nous sans aucun problème. Et on est à votre disposition au Pôle Épargne au 01 85 65. Excusez-moi, c'est mon numéro de téléphone, au 01 56 88 40 44, choix 2. Et là, on vous répond sur tout ce qui est sur les SCPI. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a plutôt bien répondu. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Romain? Non, moi, c'est clair à mon niveau. Hein. J'espère avoir été le plus clair possible. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Petite dernière question, est-ce que vous, les réserves dans les SCPI, est-ce que tu peux en parler, et la politique chez Atlan?
Ouais. Alors, je suis en train d'ouvrir le chat. Oui, je vois. Alors, il y a une question vraiment précise sur les réserves pour les travaux énergétiques. Alors, juste avant de parler, vraiment de répondre à cette question précise, en fait, les réserves, quand on parle de réserves, souvent, il y a un peu une confusion puisqu'il y a une notion de report à nouveau sur les SCPI. En fait, le report à nouveau, c'est quoi? C'est que vu que la SCPI, c'est une société, elle dégage un résultat, comme une société classique, et sur ce résultat, on verse un dividende. Et il peut y avoir un écart entre le résultat et le dividende. Cet écart, c'est donc le report à nouveau. Typiquement, sur épargne pierre, on a un report à nouveau de un peu plus de 20 jours. C'est-à-dire que si on schématise, si on n'avait pas de revenus, on n'a plus de demain, plus aucun locataire nous paye, on peut tenir, entre guillemets, le même rendement pendant 20 jours. Sur épargne pierre Europe, il est beaucoup plus important. Il est de 6 mois à peu près de mémoire. Non, pardon, 60 jours. Excusez-moi, il est de 60 jours sur report à nouveau. Quand même un peu plus important. Et donc, c'est la différence entre le résultat et le dividende versé à l'épargnant. Donc, ça, c'est la première chose. Et à côté de ça, on provisionne, donc on passe en charge, on provisionne pour des travaux énergétiques futurs. Alors, je dis, là, c'est pour répondre à la question qu'il y a sur le forum, hein, mais pour des travaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, énergétiques ou autres, on passe des provisions afin d'anticiper des charges futures qui pourraient être beaucoup plus importantes. Super. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie tous. Merci beaucoup, Romain, pour Avec plaisir. la présentation. N'hésitez pas à me téléphoner, à m'envoyer un mail pour je vous donne mon mail dans le forum pour vous accompagner sur des placements en SCPI chez Atlan, sans aucun problème. Merci, excellente journée. Merci à toi, au revoir Romain. Au revoir.